Nous allons commencer un cours d'électricité qui porte sur la présentation de quelques aspects portant sur les dipôles électriques ou les dipôles électrocinétiques. Et nous allons rappeler quelques fondements de l'électricité que sont la question de l'intensité, de la tension, des lois d'émail et des lois de nœuds, ainsi que finalement la description des dipôles. On peut commencer par un bref rappel historique en disant que l'électrocinétique, en fait, c'est une partie de l'électromagnétisme qui concerne l'étude des courants électriques. Si l'on retrace en fait un historique assez rapide, on connaît en fait le magnétisme très tôt dans l'histoire, puisque on connaissait les propriétés de la magnétite, qui est un matériau, qui est un oxyde de fer, qui est un matériau aimanté, ou de la magnésie, hein, c'est la même chose. Et ensuite, très vite, à partir, on va dire, de la Renaissance, se sont posé des questions sur on se s'est posé des questions, pardonnez-moi, sur la conduction électrique, sur la notion de charge positive et de charge négative par exemple, Coulomb. On a même introduit à partir de la fin du XVIIIe siècle la loi d'interaction entre deux charges, qui est donc la force de Coulomb. Et puis, progressivement, on a compris que les champs magnétiques étaient reliés au courant, et puis on a fini cela par ce qu'on appelle les équations de Maxwell, qui ont unifié l'électromagnétisme. Si on peut commencer par la question de l'intensité, on dira qu'un courant électrique correspond à un mouvement de particules chargées. Et par convention, on dira que le sens positif du courant, c'est le sens des charges positives. Si j'ai une charge Q1 et Q2 qui vont de la gauche vers la droite, le sens positif du courant, ce sera celui-là. Si on y réfléchit un peu, si une charge positive va de la gauche vers la droite, d'un point de vue du sens du courant, c'est exactement la même chose que si une charge négative allait de la droite vers la gauche. Donc, si un proton va de la gauche vers la droite, il contribuera de la même manière au sens du courant que si un électron va de la droite vers la gauche. En fait, on peut penser à la question des espèces de vases communicants. On imagine en fait que l'on ait deux vases à gauche et à droite qui contiennent des charges. Si une charge positive va de la gauche vers la droite, elle va contribuer à diminuer la charge à gauche et augmenter la charge à droite. Si une charge négative va de la droite vers la gauche, elle va aussi, et de la même manière, contribuer à augmenter la charge qui est à droite et diminuer la charge qui est à gauche. Donc c'est assez logique. Lorsqu'on réfléchit à ces charges en mouvement, généralement elles se déplacent dans des matériaux. Ces matériaux, on va les appeler conducteurs ou isolants, suivant l'opposition qu'ils vont créer ou pas au passage du courant. On prend par exemple ce qu'on appelle un conducteur. Un conducteur, c'est un matériau dans lequel les électrons vont se déplacer assez facilement. On dira dans quelques instants que ce sont des matériaux qui ont une bonne conductivité. Typiquement, ce sont les matériaux métalliques, comme l'or, l'argent, le cuivre ou le fer, qui sont des bons conducteurs métalliques. On peut penser aussi à la question des solutions électrolytiques, dans laquelle la conduction est assurée par le mouvement des cations et des anions. Un isolant, c'est un matériau simplement, à l'inverse, qui va conduire très mal le courant. Typiquement, ça va être les verres, certains polymères ou les gaz. Une petite remarque. Lorsqu'on prend par exemple ici, à gauche, une figure qui représente une image d'un cristal métallique d'or. On voit l'assemblement périodique des atomes d'or. Si on fait en fait une vision en deux dimensions, on pourrait dire qu'il y a en noir les noyaux des atomes d'or, en vert les électrons qui vont être au voisinage du noyau, qu'on appelle les électrons liés, qui se déplacent très peu. Et puis enfin, en rouge, les électrons qui se déplacent sur de grandes distances, qu'on appelle les électrons de conduction. Et ce sont eux qui assurent la majeure partie de la conduction du courant dans un métal. Enfin, mais c'est en dehors du programme,
on peut introduire un autre type de conducteur, un autre type de matériau qui est intermédiaire entre les conducteurs et les isolants, qu'on appelle les semi-conducteurs. Alors ça sort du cadre de ce programme puisque les semi-conducteurs sont généralement des matériaux où il y a deux types de porteurs, ce qu'on appelle les électrons de conduction et puis les trous, qui sont ce qu'on appelle des lacunes électroniques. Alors l'exemple le plus connu bien sûr de matériaux semi-conducteurs, eh bien c'est le silicium, et on peut penser aussi au germanium. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le matériau de base, historiquement, des puces électroniques. Une fois qu'on a défini le courant, on va pouvoir le mesurer par ce qu'on appelle l'intensité du courant. Et on dira que l'intensité du courant, d'un courant électrique, qui traverse une section S d'un conducteur métallique, est égale à la charge qui traverse S par unité de temps. Celle-ci se mesure en ampères. Une question bête, quelle est l'intensité d'un courant, pardon, un courant d'intensité de 1 ampère correspond au passage de combien d'électrons en une seconde? Alors la réponse est assez évidente si on se rappelle simplement du nombre de la charge d'un électron. La charge d'un électron, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors je vais quand même essayer de l'écrire. Sachant que la charge d'un électron, c'est moins E, c'est donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, oui, je me suis trompé, tac, 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 c'est là. Donc, sachant en fait que la charge d'un électron, c'est cela, on pourrait se dire qu'on a un courant de 1 ampère, et on dit qu'un courant de 1 ampère, c'est la situation où on a un coulomb eh bien, qui traverse pendant une seconde. Donc, on pourra dire directement que le nombre d'électrons correspondant à un courant de 1 ampère qui traverse pendant une seconde, et bien pendant une seconde, le nombre d'électrons qui va passer, ça va être tout simplement 1 divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19. En faisant simplement une règle de 3. Et donc on obtient, alors je ne sais pas combien ça fait à peu près ça fait à peu de choses près, en ordre de grandeur, à peu près 10 puissance 19. Et donc ça marche bien puisque on peut maintenant raisonner dans l'autre sens en disant que si 10 puissance 19 électrons passent pendant une seconde, la charge totale qui va passer pendant une seconde, eh bien ça sera n fois q, ce qui va à peu près 1. Pendant une seconde, ça va faire 1 ampère. Donc c'est assez logique. Le sens de la traversée de cette équation, de cette section est importante. C'est le sens du courant. Et comme j'ai dit précédemment, eh bien, si l'on a en fait par exemple ici un courant qui est orienté dans ce sens-là, eh bien on peut réfléchir que la charge Q1 va dans le bon sens, elle va contribuer, eh bien, elle va être bien contributive à ce courant positif. La charge Q4 va contribuer à faire en sorte que I soit positif. Par contre, une charge positive Q3 qui va vers la gauche, eh bien, elle va créer un courant négatif. Et par contre, de la même manière, Q2 négatif, allant vers la droite, va créer lui plutôt un courant négatif. Et puis, ce sera la résultante de tout ça qui va nous permettre de connaître le courant. On va essayer maintenant d'estimer en fait ce courant, eh bien, tout d'abord, se plaçant en régime permanent. On va essayer de faire un petit modèle, en disant que lorsqu'on est en régime permanent, d'abord, qu'on appelle aussi le régime stationnaire ou le régime statique, ou le régime parfois aussi continu, eh bien, les grandeurs physiques ne dépendent pas du temps. Ça, c'est une définition fondamentale. Ensuite, on va dire simplement que, finalement, le courant va mesurer la charge qui traverse, par exemple, la section S pendant une durée delta t. Et on va donc dire que c'est le rapport entre cette charge et delta t. Faisons un modèle simplifié. Donc voici le modèle que l'on va faire. Et on va se dire, voilà, on va prendre la conduction simplifiée du cuivre.
le cuivre, on va supposer que dans ce modèle très simplifié, tous les électrons ont la même charge, ça c'est normal, pardonnez-moi, et que tous les électrons surtout ont la même vitesse. Cette vitesse, on va la noter V0. Et ici, cette vitesse, vous voyez sur le schéma, c'est de la gauche, enfin non, de la droite vers la gauche. Et ça c'est assez logique, puisque ça veut dire que le courant ici qu'on va mesurer à la fin doit être positif. Ensuite, on va dire que l'on connaît le nombre d'électrons par unité de volume. C'est ce qu'on appelle aussi la densité volumique d'électrons. Alors, je précise par contre que c'est bien les électrons de conduction qui nous intéressent, puisque ce sont ceux-là qui sont importants. Ensuite, on pourrait donner le nombre d'Avogadro, la masse molaire du cuivre, et puis la masse volumique du cuivre. Un conseil, il est quand même important en physique d'avoir des idées d'ordre de grandeur, et donc je vous conseille d'avoir comme ordre de grandeur dans la tête, eh bien, la masse volumique des métaux. Sachant que la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube, donc 1 tonne par mètre cube, eh bien, sachant que les métaux généralement coulent, eh bien, on attend de vous que vous disiez que la masse volumique d'un métal, c'est quelques milliers de kilogrammes par mètre cube. Si l'on s'intéresse maintenant au nombre d'électrons qui traversent la surface S entre T et T plus delta T, eh bien, il faut y réfléchir un peu. Supposons que l'on mette en marche son chronomètre à T à l'instant T. Cet électron qui se trouve ici, et qui se déplace à la vitesse V0, pendant la durée delta T, va tout à fait être capable de traverser S, puisque finalement, il est à une distance initiale qui est inférieure à V0 delta T, qui est la distance qu'il ne va pas courir pendant la durée delta T. Cet électron qui est juste à côté va aussi traverser la surface S. Cet électron qui est là va aussi la traverser. Par contre, un électron qui est ici n'aura pas le temps, entre T et T plus delta T, de traverser S. Autrement dit, les électrons qui sont susceptibles de traverser grand S entre T et T plus delta T sont ceux qui, initialement, se trouvent entre ces deux sections-là. Et on pourrait dire que leur nombre se mesure en disant que c'est, à l'instant T, le nombre d'électrons par unité de volume fois le volume de ce cylindre. Et le volume de ce cylindre, c'est la section fois la longueur. On calcule. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que la charge correspondante, c'est Q, c'est la charge des électrons, fois n delta T. Alors vous remarquez que j'ai mis un signe, c'est pour une raison assez simple, c'est que j'ai dit que si un électron de charge négative traversait vers la droite, il contribuait au courant dans le sens positif. Autrement dit, cette situation-là est parfaite puisqu'elle me permet bien d'avoir un courant positif. Et vous pouvez vérifier qu'à la fin, ça me donne bien que l'intensité est bien positive. Donc j'aurais pu simplement directement mettre une valeur absolue si j'ai pas envie, on va dire, de trop me prendre la tête. Ensuite, si je rassemble tous les petits morceaux, j'obtiens I égale E n étoile S fois la vitesse. Le signe de V0, vous remarquez, n'intervient pas vraiment, et le résultat aurait été formellement le même si V0 avait été négatif. Alors, ça c'est une petite subtilité, c'est qu'on verra une autre façon d'écrire les choses un peu plus tard dans l'année. Je poursuis. On peut retrouver la valeur de n étoile en disant simplement que n étoile, alors il y a peut-être une remarque que j'ai oublié de dire, c'est que dans un métal de cuivre, il y a un électron de conduction par atome de cuivre. Réfléchissez alors, vous dites que n étoile, ça vaut le nombre sur le volume. Ce nombre sur le volume, alors pourquoi ça ne marche pas? Oui, c'est ça. Ça vaut aussi, alors pour le nombre, alors c'est d'abord le nombre d'électrons. Ensuite, en réalité, c'est le nombre d'atomes de cuivre, puisqu'il y a un électron de conduction par atome de cuivre. Et le nombre d'atomes de cuivre, c'est le nombre de moles d'atomes de... Pardon, c'est le nombre de moles d'atomes de cuivre divisé par, fois le nombre d'Avogadro. Donc c'est le nombre de moles de cuivre fois le nombre d'Avogadro. Et puis le nombre de moles de cuivre,
C'est aussi, eh bien, alors je vais recopier, tac. La masse de cuivre qui est présente divisée par la masse molaire du cuivre. Et puis, la masse molaire, enfin la masse sur le volume, on reconnaît la masse volumique, ρ. Voilà. Et donc, si on rassemble tous les petits morceaux, je me suis trompé, c'est ça, tac. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est mieux. Et donc on tombe sur le fait qu'on peut accéder. Alors j'ai fait une faute. C'était quoi? C'était nombre de moles, masse, masse molaire. Oui, c'est ça, d'accord. C'est masse molaire. Donc c'est pas V, c'est masse molaire. Voilà. Et donc on a trouvé en fait ici, on peut retrouver la valeur de eh bien de n étoiles. Alors on peut faire ici une application numérique, et on peut dire qu'est-ce qui se passe si on prend par exemple un courant de, on prend donc I égale E n étoile SV, on prend un fil de cuivre qui est traversé par un courant de 1 mA, avec une section de 1 mm², quelle est la valeur de la vitesse des électrons dans ce modèle-là? On pourrait dire que la vitesse des électrons, ça vaut, donc on a dit I divisé par n étoiles, fois E fois S. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Tac, tac, c'est bon. Et puis maintenant, on remplace. Donc ça fait encore 10 moins 3 divisé par 10 puissance 29. Je vais fonctionner uniquement en ordre de grandeur. Donc 10 puissance moins 19 fois, alors j'aurais dû mettre un times, S, donc on a dit 1 mm², donc ça fait 10 moins 6. Et donc ça fait en ordre de grandeur, donc je vais faire ça de tête, moins 23, pardon, moins 25, 4, 4, moins 4, moins 7. Donc ça fait 10 puissance moins 7. Mètres puissance moins 7 mètres par seconde. Donc ça serait l'ordre de grandeur, finalement, de la vitesse des électrons. Alors, il y a une remarque à faire qui est assez connue, c'est que ne confondez pas la vitesse des électrons avec la vitesse du signal électrique. Si par exemple, vous avez une transmission par câble électrique, la vitesse dans un câble électrique peut facilement être de l'ordre de 100 000 à 200 000 km par seconde, c'est-à-dire quelque chose d'assez proche de la vitesse de la lumière. Et pourtant, la vitesse des électrons est très faible. Ce sont deux choses différentes. Il y a la vitesse de l'information et la vitesse des électrons qui n'ont rien à voir. Ça peut paraître bizarre, mais en réalité, ça s'explique par des modèles ondulatoires. Ensuite, il est intéressant de connaître quelques ordres de grandeur. Savoir que lorsqu'on a des appareils ménagers, donc un circuit domestique, vous avez un courant qui est de l'ordre de quelques ampères. Lorsque vous avez par exemple une motrice de TGV, vous avez plutôt quelque chose de l'ordre de 1000 ampères. Et lorsque vous avez des circuits électroniques, donc par exemple ce qui se passe dans votre téléphone portable, vous avez plutôt des choses de l'ordre du milliampère. Si on se place en régime variable, en fait ce qui va se passer c'est qu'il se passe à peu près la même chose, sauf que comme on est en régime variable, on ne peut plus compter les choses sur une durée delta t qui est grande, on est obligé de se placer sur des durées qui sont infiniment petites. Et dans ce cas-là, utiliser en fait une notation différentielle.
Alors, sur ce chapitre, j'ai mis un delta. C'est quelque chose qui est assez subtil. Dites-vous que le delta, pour l'instant, c'est comme le D, c'est quelque chose qui est très petit. C'est juste que ça ne joue pas exactement le même rôle. Pour l'instant, si ça vous gêne, vous laissez un D. Et donc, ça veut dire que I égale, mettons, dQ sur dt. Alors, vous pouvez en fait lire la suite, même si c'est un peu compliqué, et vous dire simplement que, dans ce cas-là, au lieu de mesurer les choses sur des durées qui sont grandes, on va essayer de regarder ce qui se passe entre t et t plus dt. Et vous verrez que la démonstration est assez similaire. Simplement, les grandeurs physiques peuvent cette fois-ci dépendre du temps. Conservation de la charge. A priori en physique, on sait que la charge se conserve. Dans un système fermé, la charge se conserve. C'est la même chose que pour la masse. Tension électrique, maintenant qu'on a défini l'intensité, on va définir la tension. Et on va simplement dire que la tension, c'est quelque chose qui va mesurer une différence de potentiel. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez compliqué puisqu'on ne sait pas ce que c'est qu'un potentiel électrique. On verra plus tard que le potentiel électrique est totalement lié à la notion de champ électrique. Pour faire simple, lorsque vous avez deux prises, vous avez les deux fils de votre prise électrique, il faut comprendre que l'état électrique, c'est-à-dire la répartition des charges, n'est pas la même sur les deux prises. Et ça va vous donner une information qu'on appelle le potentiel électrique. On va l'admettre pour l'instant, et on va dire maintenant que si on a un point A et un point B, on va noter UAB, la tension entre le point A et le point B, et elle vaut VA moins VB. Attention, très important, notez bien le sens de la flèche. Quand la flèche indique le point A, c'est que je mesure VA moins VB. La tension se mesure bien sûr en volts. Le sens de la flèche est important. Dernier point avant de passer aux lois de Kirchhoff. Il faut comprendre qu'en réalité, les choses sont très compliquées lorsqu'on étudie des régimes, variables. Il faut se dire que dans toute la suite, on va se placer dans un cadre qu'on appelle le cadre de l'approximation des régimes quasi-permanents ou quasi-stationnaires, en disant que, supposons en fait que nos circuits soient soumis à des signaux qui évoluent avec une fréquence petit f. On dira que on va se passer dans des régimes qui sont suffisamment lents, c'est-à-dire que la fréquence ne doit pas être trop élevée. Et alors maintenant, il faut caractériser ça. On va caractériser le fait que cette fréquence ne doit pas être trop grande, c'est-à-dire que cette fréquence doit être très inférieure à C sur D, où D est la taille typique de votre circuit. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, en fait, typiquement, par exemple, la loi des nœuds n'est plus valable. Donc la loi des nœuds, par exemple, ne sera valable que pour des régimes pour lesquels la fréquence n'est pas trop élevée. Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Prenons un exemple. Exemple 1, c'est ce qui va se passer en travaux pratiques. Supposons que l'on ait un circuit qui a une taille de 10 cm. On fait le calcul, pour rester dans le cadre de la RQP, il faut que la fréquence soit très inférieure à C sur D, ce qui me donne 3 GHz. Supposons par exemple qu'on prenne une sécurité d'un facteur 100, donc ça veut dire qu'il va falloir pas dépasser, mettons, 30 MHz. Donc tant qu'on est en dessous de 30 MHz, la RQP est parfaitement valable. Autre exemple très connu, supposons que l'on veuille vérifier dans le cadre d'un microprocesseur, donc d'une puce électronique, on va être dans le cadre de la RQP. Ce qu'on va se dire, c'est qu'il faut que ce processeur ait une taille D qui soit très inférieure à C sur F. Or, historiquement, pour augmenter la puissance de calcul, la rapidité de calcul, on a commencé à augmenter la cadence, la fréquence de ces processeurs. On est très vite arrivé en fait au gigahertz. Or, si vous êtes au gigahertz, pour que la RQP soit valable, il faut que la distance D soit très inférieure à 30 cm. On se donne un facteur 100, ou mettons 10, j'en sais rien, on va dire 10 à 100. Vous devez être alors sur une taille de puce qui est de 1 cm, voire 3 mm. Et vous comprenez que, à force d'augmenter la cadence des processeurs, donc la fréquence, on a été obligé de miniaturiser de plus en plus.
Enfin, dans le réseau électrique français, par exemple celui d'EDF, vous avez un réseau qui fait la taille de la France, donc 1000 km, et qui fonctionne à une fréquence qui est de 50 Hz. De ce fait, vous pouvez vérifier, la RQP ne s'applique pas. Et ben, concrètement, ça veut dire que ça pose des problèmes de synchronisation, puisque ce qui se passe à un endroit du réseau n'est pas immédiatement répercuté à l'ensemble du réseau. Et ça veut dire que ça peut créer des problèmes de désynchronisation entre certaines centrales. Loi de Kirchhoff. Nous allons maintenant dire qu'on va étudier des circuits électriques. Et on va essayer de voir quelles sont les lois sur ces circuits électriques. Tout d'abord, donnons-nous un peu de vocabulaire. On va dire que quand on a un circuit électrique, eh bien, il va y avoir des fils. Ces fils, on va les appeler des fils de connexion ou des fils simples. En fait, ce sont des fils dont la résistance est négligeable. Alors, une bonne façon de s'en convaincre, c'est de dire que la résistance d'un fil électrique, elle vaut sa longueur, divisé par ses sections, divisé par la conductivité du matériau qui la constitue. Alors si on prend un fil de cuivre de 10 cm, on peut tomber facilement sur 10-4 ohms, ce qui est très inférieur à toutes les autres résistances. Et donc vous voyez bien qu'un fil de connexion aura une résistance qui est négligeable. Donc autrement dit, un fil de connexion aura une résistance dans l'absolu, dans l'idéal, qui sera nulle. Une autre conséquence assez immédiate, c'est que si sa résistance est nulle, on le démontrera à partir de la loi d'Ohm, ça veut dire que tous ces points sont au même potentiel. Autrement dit, dans un montage électrique, si on vous met un fil de connexion, le potentiel du point E vaut le potentiel du point F, puisqu'il est relié directement par un fil de connexion. Ensuite, on peut parler de ce qu'on appelle un composant ou un dipôle. C'est un objet, un composant électrique avec deux bornes. C'est souvent représenté, par exemple ici, par un rectangle, le dipôle 2. Donc le dipôle 2, c'est le dipôle qui est présent entre la borne A et la borne B. Ensuite, certaines bornes, comme la borne B, peuvent être appelées des nœuds, puisqu'elles sont communes à au moins 3 dipôles. Ensuite, on peut construire une branche. Une branche, c'est un ensemble de dipôles et qui n'est pas fermé. Donc BAD, c'est une branche. Et si maintenant on prend une branche fermée, BADE, B, donc ici, c'est une branche fermée, ça s'appelle une maille. Ensuite, pour des raisons de sécurité, très vite, on va introduire à certains points ce qu'on appelle une masse ou une terre. Dans les deux cas, en fait, ça va correspondre en fait à la référence des potentiels, c'est-à-dire à un potentiel nul. Et c'est symbolisé ici par cette chose-là. La conséquence immédiate, c'est que le potentiel du point F, ici, vaut 0. Tout à l'heure, nous avions dit que le potentiel du point E valait le potentiel du point F, donc ça veut dire aussi que le potentiel du point E vaut 0. Interrupteur, c'est le dernier point. L'interrupteur, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Il est soit ouvert, soit fermé. Et dans l'idéal, on considérera que lorsque l'interrupteur est ouvert, l'intensité est nulle. Et lorsque l'interrupteur est fermé, l'intensité est non nulle. Attention, ce n'est pas parce que l'intensité est nulle ici que la tension est nulle. On peut avoir une tension non nulle tout en ayant une intensité nulle. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on essaye d'étudier un arc électrique. Alors je vais essayer de vous montrer cela. Arc électrique, je vais essayer de trouver. Oui, c'est ça par exemple. Alors, oublions la présence de l'arc électrique. Si les deux fiches sont très loin l'une de l'autre, il n'y a pas d'arc électrique. Alors j'essaie de trouver une image. Voilà. Ici, en fait, l'interrupteur est ouvert. En fait, il n'y a pas d'arc électrique, tout simplement parce que la tension n'est pas suffisante. Donc le courant ne passe pas. La tension n'est pas suffisante. Dans l'idéal, nous prendrons des interrupteurs parfaits qui font que le courant ne passe pas. Dans la réalité, c'est plus compliqué parce que si la tension devient suffisante, elle peut créer l'ionisation de l'air, et dans ce cas-là, l'arc électrique passe. Donc ça veut dire que là, maintenant, l'interrupteur a été grillé, enfin, l'interrupteur est grillé entre guillemets,
la tension est suffisante pour que le courant passe, et dans ce cas-là, bah, c'est plus un interrupteur ouvert. C'est plus un interrupteur ouvert, c'est même quasiment un interrupteur fermé. Quelles sont les lois? Alors on va commencer par deux lois qui sont la loi des nœuds puis la loi des mailles. Alors la loi des nœuds, c'est simple. Imaginons qu'on ait un nœud qui est le point O, où eh bien, il y a quatre branches et il y a 4 courants. Des courants qui arrivent et des courants qui partent. Eh bien, on va simplement dire que dans ce cas-là, on va dire que la somme des courants qui arrivent égale la somme des courants qui partent. Autrement dit aussi, eh bien, I1 plus I3 égale I2 plus I4. C'est cette loi-là. Que je peux généraliser d'ailleurs. Alors on peut la démontrer simplement à partir d'une démonstration qui serait basée eh bien, sur les comment dirais-je, sur la conservation de la charge, en disant qu'en régime permanent, et d'ailleurs c'est aussi un peu vrai en régime lentement variable, eh bien si on mesure la charge qui est présente dans cette zone-là, et que comme elle ne doit pas varier, ça veut dire que toute la charge qui arrive égale toute la charge qui part, puisque c'est une espèce de bilan de charge. Question très bête, je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Quelle est la valeur du courant I dans cet exemple-là? Vous avez dû tous trouver que I égale moins 6 ampères. Donc, I égale moins 6 ampères, c'est-à-dire qu'ici, avec cette convention-là, c'est-à-dire que le courant était négatif. Je poursuis, loi des mailles. On imagine en fait que l'on ait un circuit qui est celui-ci, en fait qui présente une maille ici, une maille là, et éventuellement on peut même considérer la grande maille qui est là. Supposons que je considère la maille ABED. Ben, rien ne m'empêche de dire que 0 égale VA moins VA, plus VB moins VB, plus VE moins VE, plus VD moins VD. Je vais réécrire ça en disant VA moins VB, plus VB moins VE, plus VE moins VD, plus VD moins VA. Et on reprend maintenant la définition de la tension. Alors, je ne sais plus où je l'ai mise. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. On sait que quand une flèche est comme ceci, c'est VA moins VB. Donc je reprends. C'est ici. Si on prend VA moins VB, donc VA moins VB, c'est cette tension-là. En fait, U2, c'est VB moins VA. Donc ça veut dire que VA moins VB, c'est moins U2. VB moins VE, parfait, c'est U6. VE moins VD, c'est U5. Enfin, VD moins VA, c'est moins U1. On a donc démontré que U5 plus U6 moins U1 moins U2 égale à 0. Et on aurait pu faire la même chose dans la maille qui est ici. Une petite remarque, c'est que j'aurais pu introduire une espèce d'orientation arbitraire, une source de rotation, et vous remarquez que la loi qui est ici, eh bien, on compte positivement les flèches de tension si elles sont dans le bon sens. Donc on compte positivement U5 plus U6 moins U2 moins U1. La loi peut se généraliser, bien évidemment. Exercice très simple, et on s'arrêtera là. Quelle est la tension? Eh bien, U. Normalement, écrivez-le sur votre feuille, et vous devez tomber sur U égale 20 volts. Je vous remercie, on va faire une pause. Nous continuerons une prochaine fois.